Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. De nombreuses interrogations traversent aujourd'hui notre continent. Le développement, la souveraineté, la paix durable. Ces mots résonnent dans tous les discours, mais combien en saisissent vraiment la profondeur? Car au-delà des routes, des chiffres, des sommets diplomatiques, il existe un combat plus silencieux, plus décisif encore, celui du récit. Amilcar Cabral nous le rappelait. Raconter notre propre histoire, c'est déjà un acte de libération. Parce qu'avant la conquête des terres, il y a eu la conquête des esprits. Et l'une des armes les plus redoutables de cette domination fut justement le récit. Ce fil invisible qui tisse la perception, façonne la mémoire et dicte ce qui est vrai ou faux, ce qui est beau ou laid. Walter Rodney, dans How Europe Underdeveloped Africa, nous a montré comment le pouvoir de raconter le monde fut utilisé pour justifier l'injustice, travestir le pillage en mission civilisatrice et faire du continent africain un décor plutôt qu'un acteur de sa propre histoire. Et aujourd'hui encore, cette bataille continue, non seulement sur les champs économiques ou militaires, mais aussi dans les médias, sur les écrans et même dans les algorithmes. Frantz Fanon disait « Le colonialisme n'est pas seulement un acte de violence physique, c'est un acte de violence sur l'imaginaire. » Voilà pourquoi la souveraineté narrative africaine est devenue un enjeu majeur. Parce qu'elle touche au cœur même de notre liberté, celle de nommer le monde avec nos propres mots et de nous raconter, de nous rencontrer avec nos propres reflets. Et si le journalisme n'était pas seulement un témoin, et si le journaliste était aussi un gardien de la mémoire, un architecte du sens, un passeur de la dignité. Et si son rôle allait au-delà de rapporter les faits pour devenir celui de réparer ou de préparer à l'histoire, de dénoncer les falsifications et de redonner à l'Afrique sa profondeur, sa beauté et sa vérité. Alors oui, parler de souveraineté narrative n'est pas un luxe intellectuel aujourd'hui. C'est parler de pouvoir, de dignité et de renaissance. Car un peuple qui ne maîtrise pas son récit reste à la merci de celui qui l'écrit à sa place. Madame, Monsieur, ce soir, nous irons au cœur de cette bataille décisive, celle d'une Afrique qui ne veut plus être racontée, mais celle qui écrit et raconte son histoire par elle-même. Les mots ont leur valeur, car le continent, notre continent, est celui des valeurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir un invité d'exception. On le connaît partout en Afrique. Mactar Sylla, vous êtes le président du CIMA, artisan de la souveraineté médiatique africaine et figure incontournable du paysage audiovisuel. On vous connaît partout en Afrique, mais je tenais quand même à le préciser. Mactar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment et bravo pour cet éditorial qui campe vraiment aujourd'hui le décor. Je voulais planter le décor, justement. Absolument, et qui fixe absolument les objectifs, les impératifs et les défis immédiats et urgents auxquels nous autres devons faire face. Voilà, très chers téléspectateurs, le temps de cette émission est donné, comme d'habitude. Dans Cap sur l'Afrique, on essaye d'apporter une lecture objective, une lecture afro-africaine de nos questions. Mactar Sylla, avant de rentrer dans notre discussion, permettez-moi de revenir sur la raison de votre présence ici à Alger. Vous venez tout droit du Sénégal, j'ai l'honneur de vous recevoir. Vous êtes ici dans le cadre du Salon international du livre d'Alger. Ce n'est pas votre première fois à Alger. Alger, vous me le disiez tout à l'heure, c'est votre maison. Alors, votre impression sur ce nouveau séjour algérois? Non, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je reviens ici en terre algéroise, en Algérie de manière générale, pour retrouver des amis, des frères, des sœurs, voilà. C'est votre maison. Absolument, absolument. Je pense que, comme je le dis, je pense que je suis le plus algérien des Africains. On n'en doute pas. On n'en doute pas et c'est un honneur de vous recevoir ce soir. Monsieur Sylla, avant aussi de rentrer dans le vif du sujet et de revenir sur l'introduction que j'ai faite, j'aimerais qu'on revienne aussi de parler de forme, de narrative. Est-ce qu'on peut revenir sur ce projet que vous portez depuis une quarantaine d'années qui s'est concrétisé par la mise en place du CIMA? Qu'est-ce que le CIMA, justement? Vous savez, bon, donc, comme vous le dites, j'ai une carrière qui a été essentiellement tournée vers cette volonté un peu de réunir les Africains des médias autour de projets véritablement panafricains, pas de manière incantatoire, mais de manière très concrète. Vous l'avez dit, la souveraineté médiatique est un enjeu de taille. Il n'y a pas d'autre souveraineté sans la souveraineté du narratif, des narratifs sans la souveraineté médiatique. Donc le CIMA est un peu, j'allais dire, une sorte de point d'orgue d'une carrière qui a voulu tout à fait réunir l'excellence africaine dans ce qu'elle comporte de multidimensionnel, de plurilingue, de plurisociétal,
Et aujourd'hui, donc, c'est un salon international des médias qui est né à partir de l'idée du directeur de la maison de la presse Babacar Touré du Sénégal, qui m'a appelé un jour, qui me dit, voilà, il y a 15 mois, qui me dit, voilà, j'ai pris une décision, je pense qu'il faut qu'on fasse un salon international des médias d'Afrique, pas du Sénégal, mais des médias d'Afrique, et il faudrait, voilà, que j'ai décidé que c'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui coordonne. Donc, je n'ai même pas eu le choix. Autour de moi, il s'est réuni toute une équipe, avec vraiment des gens d'excellence, des gens avec des parcours tout aussi brillants, sinon plus brillants que le mien. Je ne suis que la partie la plus visible de l'iceberg, et qui se sont réunis pendant 15 mois. Donc, nous avons tenu ce premier salon autour de plusieurs objectifs, avec des panels et des masterclass, avec une exposition, donc exhibition comme disaient les anglophones, mais également avec une volonté d'aller vers véritablement la fabrication de contenu, en faisant venir par exemple des gens de Nollywood. Nollywood au Nigeria, qui aujourd'hui est effectivement la seconde industrie audiovisuelle et cinématographique du monde, derrière Bollywood en Inde et devant Hollywood des États-Unis. Donc, c'est tout ce microcosme, j'allais dire, ce réseau d'excellence qu'on a voulu réunir, avec 24 pays représentés. On a eu à peu près à la cérémonie d'ouverture autour de 700 personnes qui étaient à la cérémonie d'ouverture, tout panel confondu en termes de participation, si on cumule, c'est 3500. Donc, voilà un peu ce que nous avons réussi, en ayant effectivement des gens aussi bien qui de langue portugaise, de langue arabe, de langue anglaise et de langue française. Donc, tout cela réuni pendant 3-4 jours, avec le soutien de Reporters sans frontières, sur les questions aujourd'hui de droit à l'information, notamment dans cette partie sensible qu'est le Sahel, mais également de la coopération allemande avec la GIZ qui effectivement nous a accompagnés. Mais en faisant vraiment un événement panafricain, local, et qui a permis effectivement d'aboutir à des décisions tout à fait concrètes, donc sur lesquelles sans doute nous reviendrons. Très bien, on va revenir sur, vous avez parlé de Nollywood, vous avez parlé des partenaires qui sont RSF et les médias allemands ou occidentaux. On va revenir justement sur l'ensemble de ces points, mais avant on va essayer de mieux comprendre aussi ce projet parce qu'il est porteur, il est aujourd'hui presque l'avenir. L'esprit, vous venez de l'expliquer, l'esprit du CIMA ou du Salon international des médias africains est aujourd'hui profondément ancré dans un esprit panafricain, dans l'esprit de nos aînés finalement, ou des pères fondateur du panafricanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement comment est-ce qu'aujourd'hui, on va rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet, comment est-ce qu'aujourd'hui la réappropriation du récit médiatique sert aujourd'hui la souveraineté, qu'elle soit économique, politique et même militaire. Reprendre son histoire, c'est reprendre notre destinée africaine. Oui, quand on fait un peu l'évolution des médias africains de manière générale, peut-être l'Algérie fait sans doute peut-être exception, d'autres pays qui effectivement ont eu, j'allais dire, un rapport avec la colonisation tout à fait différente et qui ont eu effectivement à mener une véritable lutte pour la libération de leur peuple, pour la liberté, l'indépendance, etc. La presse algérienne est née dans les maquis de la libération. Absolument. Donc on voit que de manière générale, l'Afrique a été une consommatrice. Nous avons consommé les telenovelas, nous consommons les dépêches qui viennent des agences. Par exemple, sur la question palestinienne, très souvent, depuis très très longtemps, il y a une quarantaine d'années, on vous met les terroristes palestiniens. Vous prenez une dépêche d'agence, vous le lisez en tant que tel, alors que votre propre gouvernement, votre propre État parle de combattants palestiniens, de combattants de la liberté. De résistance palestinienne. Donc nous prenons effectivement, les dépêches, c'est un peu, j'allais dire, la tentation de la facilité, où nous prenons des dépêches qui nous parviennent en tant que telles, mais d'où viennent ces dépêches? Elles ne sont pas faites par des Africains, elles sont faites pour les Africains. Donc il est important qu'on fasse par les Africains, pour les Africains. C'est la même chose. C'est la même chose avec l'histoire africaine. On se souvient de Kadhafi qui a été traité de dictateur par l'ensemble des agences occidentales. D'ailleurs, l'ensemble des dirigeants africains, ils ne sont jamais appelés dirigeants. Nos politiciens ne sont jamais, nos politiques ne sont jamais appelés par le nom. Ce sont des dictateurs, sont des hors-la-loi. Même le peuple n'est jamais traité avec humanisme. Est-ce qu'il y a eu finalement une déshumanisation du tiers-monde, en particulier de l'Afrique, au sein des médias occidentaux? Je vais au-delà du racisme scientifique qui a été pratiqué durant la période de l'esclavagisme jusqu'au colonialisme. Je parle là vraiment de la période après nos indépendances. C'est ce que je disais, on a été véritablement formatés en étant des consommateurs de produits que nous ne fabriquions pas. Pour un ensemble de raisons, peut-être les moyens n'existaient pas, il n'y avait pas la formation, il n'y avait pas tous les talents nécessaires pour avoir ces véritables narratifs, comme aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a beaucoup de créateurs de contenu sur toutes les sortes de plateformes. Donc, habitué à cela, j'allais dire, ça vous met dans une sorte un peu du confort de la facilité. Vous consommez des choses comme ça, sans prendre le recul nécessaire. Donc, il arrive un moment où, véritablement, vous vous dites, écoutez, il est temps que tout cela s'arrête.
Parce qu'également, je pense qu'au-delà également du narratif, vous l'avez dit en un instant, ce que l'Afrique peut apporter, c'est, j'allais dire, une vision du monde, une manière d'être, une manière de faire, un savoir-faire. Mais ce savoir-faire, pour qu'il sorte, il faut que les médias jouent leur rôle. Pour que les médias jouent leur rôle, il faut que l'environnement médiatique soit propice à cela, d'un point de vue de la régulation, d'un point de vue de la formation, d'un point de vue des moyens et des mesures d'accompagnement, comme le font les pays occidentaux en accompagnant l'Europe. Aujourd'hui, les médias sont devenus un outil de soft power. C'est vrai, les armes continuent, mais l'arme la plus redoutable, la plus pernicieuse, qui prend son temps, qui façonne les consciences, c'est la question de la médiatique, ce sont les armes médiatiques. Donc c'est une interpellation, il faut absolument, au-delà du constat, du diagnostic historique, tout cela qu'on voit, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour inverser la tendance? On va traiter ça en deuxième partie d'émission. On va continuer à décortiquer la nécessité aujourd'hui. Quand vous dites qu'on doit récupérer notre récit historique, il y a un panafricain ou un historien que j'aime beaucoup qui est Walter Houdney. D'ailleurs, nous lui avons consacré une émission ici sur Cap sur l'Afrique. Il parlait du fait de décoloniser l'histoire. Est-ce que vous, aujourd'hui, après vos 40 ans d'expertise au sein des médias privés, dont vous connaissez très bien, vous êtes un acteur clé des médias africains, vous connaissez très bien cet environnement-là, vous êtes auteur, vous connaissez les pays africains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que la nécessité est là de décoloniser les médias africains? J'insiste sur le mot décoloniser. Mais beaucoup ont pris leurs responsabilités. Moi, il y a à peu près, au Parti du Gabon, depuis 2017, j'ai lancé une chaîne de télévision panafricaine. Je ne diffuse que du contenu africain sur l'Afrique ou fait par des Africains. Avec une équipe africaine, j'avais une douzaine de nationalités. À un moment, en 2018, c'était la chaîne qui couvrait le mieux l'Afrique, toutes chaînes confondues, sur 6 satellites, etc. Donc, il y a des initiatives, des choses qui se font, qui ne savent pas exactement. Bon. Mais il faut accélérer le processus, il faut l'étendre, que ce ne soit pas une initiative juste individuelle comme ça, isolée, aller véritablement vers un véritable réseau, avoir une véritable stratégie, appuyée par les pouvoirs publics, mais également une initiative d'abord professionnelle, entre nous autres professionnels. Donc, quand je vous rencontre aujourd'hui, je vois tout, dans ce réseau que nous voulons créer, je souhaite que vous soyez dans ce réseau-là, et d'autres de vos confrères, de vos collègues, etc. Parce que nous avons une vision partagée, une vision commune, une responsabilité partagée. Il nous faut faire absolument pour sortir de cela, pour décoloniser les pays au-delà des médias, pour aller vers le véritable développement, vers la véritable souveraineté, qui n'est pas un slogan. Il faut que nous soyons conscients de l'impact et du rôle que les médias peuvent jouer. Et pour cela, effectivement, il faut l'accompagnement des pouvoirs publics, il faut l'accompagnement de nos opérateurs économiques, etc. Souvent, quelquefois, je m'arrache les cheveux en voyant que certains de nos grands groupes vont mettre leur publicité dans les chaînes dites internationales, etc. Quelquefois, ce sont des complexes. Il faut faire confiance aux gens qui sont sur le terrain, aux professionnels africains, qui sont des professionnels émérites, qui travaillent dans des conditions quelquefois beaucoup plus contraignantes que ceux de leur truc du Nord, avec des conditions à tout point de vue, beaucoup moins, j'allais dire, attrayantes que leurs confrères des autres nations, mais qui font un travail remarquable, un travail extraordinaire. Alors, quand on a ce potentiel-là, quand on est le continent où 75 à 77% de la population à 35 ans et moins, quand on est le continent du présent et de l'avenir, le continent des ressources naturelles, le continent de la diversité, eh bien, il faut absolument jouer son rôle, être conscient de ses capacités et prendre véritablement le taureau par les cornes et avancer. Moi, c'est ma conviction véritablement profonde. Cela ne veut pas dire qu'on soit en autarcie en tant que tel. Nous respectons les autres, les apports fécondants de l'extérieur, comme le disait Léopold Sédar Senghor, nous pouvons nous en inspirer, les adopter, etc. Mais il faut qu'on soit dans une logique de win-win, de gagnant-gagnant, de partenaires, pas d'assistés et d'assistants. Nous ne tendons pas la main. Donc, je pense que cela est effectivement fondamental aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un processus aujourd'hui général en Afrique, dans beaucoup de pays, où cette prise de conscience, elle est là, elle est réelle. Il y a des gens qui sont dans ce métier depuis très très longtemps. Je peux citer beaucoup de noms. Alain Foka, Christian Losakwenu de la RDC, Georges Aboké de la Côte d'Ivoire. Mais j'en ai une panoplie. Alex Blair-Yomoma du Cameroun, Eric Chindie du Cameroun, qui a été directeur de la communication à la Banque mondiale, puis à la Banque africaine de développement, etc. etc. Yolande Bodiong. Il y a un ensemble de gens aujourd'hui en Afrique qui sont prêts, qui sont dans le métier. Pas seulement dans l'audiovisuel, mais également sur toutes les plateformes. Les nouveaux médias, les chaînes YouTube, sur TikTok, sur la presse écrite. Et effectivement, ce n'est pas en Algérie que je dirais le contraire, puisque vous avez été pratiquement des précurseurs de ce point de vue, où il est possible aujourd'hui, non seulement de réécrire notre histoire, pas dans une sorte un peu de repli, j'allais dire autarcique, mais dans une volonté effectivement de nous faire connaître. Mais au-delà de l'Afrique,
il serait important aujourd'hui que sur toutes les choses qui se passent à travers le monde, de la même manière qu'ils commentent sur nous, qu'on donne notre lecture des faits internationaux. Il y a un nouveau maire aujourd'hui qui a été élu à New York. Qu'est-ce que nous, autres Africains, venus de l'Ouganda, quels sont les pays d'origine? Qu'est-ce que les gens en passent aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens qui ont la même religion que lui en passent? Qu'est-ce que les gens qui n'ont pas la même religion que lui, mais qui sont de véritables démocrates, qui ne sont pas dans ce repli, j'allais dire, identitaire, pensent de cette élection-là? Qu'est-ce qu'il peut apporter à sa communauté? Sur ces choses-là, nos voix doivent s'élever. Donc, sur tant d'autres questions. D'autant plus que vous avez très bien fait de signaler l'ensemble des noms de mes confrères qui brillent aujourd'hui à l'international dans le continent africain, où les médias africains sont des exportateurs de talents vers les institutions internationales, vers l'ONU, vers les banques mondiales, vers le FMI. Il y a un paquet de gens issus des médias africains qui se retrouvent. Il y a le professionnalisme est là. Monsieur Sylla, j'aimerais avoir votre avis quand on parle aujourd'hui de décoloniser l'information, quand on parle aujourd'hui de se réapproprier notre information. Est-ce qu'on parle d'une lutte identitaire ou est-ce qu'on parle d'une lutte économique ou est-ce qu'on parle d'une... Finalement, vous aujourd'hui, vous la situez où, cette réappropriation? C'est un ensemble. C'est un ensemble et je pense que le vecteur, le levier, le tremplin, ce sont les médias dans leur diversité. Pour la souveraineté politique, économique, à tout point de vue, technologique et tout. Je peux vous donner un autre exemple. J'étais au Kenya il y a quelques années où j'ai dirigé Africa Online, qui à l'époque était le leader de l'Internet en Afrique. Est-ce que vous savez que la monnaie mobile dont tout le monde parle aujourd'hui dans le monde est venue du Kenya? Et c'était pour des résoudre, mais des questions quotidiennes tout à fait pragmatiques. Vous avez une tante qui est dans un village éloigné, il n'y a pas de bureau de poste, elle n'a pas de carte de crédit, elle n'a pas de compte bancaire. Vous faites comment pour lui envoyer l'argent? C'est à partir de choses comme ça, de constats comme ça, que l'Afrique, à partir du Kenya, a inventé la monnaie mobile. Aujourd'hui, la monnaie mobile est partout dans le monde, dans beaucoup d'autres domaines. Je peux citer beaucoup d'exemples. Donc, je pense que c'est ça, véritablement, les enjeux. Il faut que, pour qu'on ait la souveraineté globale dans tous les domaines, il faut s'appuyer sur les médias. Les médias sont un facteur, au-delà de tout cela, c'est un facteur d'intégration qui permet aux nations de mieux se connaître. Moi, j'aurais tellement aimé que beaucoup d'autres Africains, lorsque je parle, peut-être certains ne vont voir que cette émission-là, mais ne sauront pas pourquoi j'ai cette perception que j'ai de l'Algérie. Quand on voit ici en Algérie que dans les bus, j'ai vu les bus orange, il faut être étudiant avec sa carte d'étudiant, on peut aller où on veut à partir de ce bus sans payer un seul rond. J'aimerais bien que beaucoup de pays africains, des dirigeants, des étudiants, qu'ils voient que cela est possible. Je peux multiplier les exemples, madame. Donc, je pense qu'il est fondamental également que lorsqu'on parle de l'Algérie, les gens, voilà, avec ce que les médias ont fait pendant des années, on pense que c'est la violence, les gens se promènent avec des couteaux, etc. J'aimerais bien que les gens voient comment, quand on va dans une foire de livres comme le Sylla, on voit des familles, des petites filles, des petits garçons, les mamans, etc. Même si elles ont le voile, elles sont voilées, etc. Tout ça, sont là à la recherche de lecture, de se retrouver en famille, etc. De vivre comme des gens normaux, d'avoir 5 millions de personnes qui, en une semaine, donc, viennent à ce salon-là, 1200 et quelques exposants, mais une pléthore de publications extraordinaires dans toutes les langues, en arabe, en français, en anglais, etc. Ce sont des choses qu'il faut montrer. Au-delà de l'Algérie, il faut que l'Algérie parle au reste du monde. Ce que je dis de l'Algérie est valable pour chacun des pays africains. Il faut que nous soyons beaucoup plus agressifs, au sens le plus positif du terme, en montrant ce que nous faisons, en disant ce que nous faisons. Pas comme disait George Orwell, être une sorte de Brave New World dans le meilleur des mondes, mais de manière responsable. Là où il y a des problèmes, nous poserons les problèmes pour que les problèmes tels que posés puissent amener à des solutions, soit des éléments d'alerte des pouvoirs publics pour qu'effectivement nous allions vers l'atteinte des objectifs que nous nous fixons dans chacun de nos pays et globalement en tant qu'Africains. Justement, vous venez là aussi de mettre le point sur quelque chose d'important, cette image qu'on a aujourd'hui de l'Afrique. On a tendance à croire que l'Afrique est le continent où on lit le moins, alors que l'Afrique est le continent où on lit encore le plus, que ce soit en particulier en papier. On a encore la valeur du livre à l'ancien. On a aussi la notion de cohabiter, de coexister. Vous avez décrit vous-même les gens que vous avez rencontrés au fur et à mesure de cette semaine au Salon international du livre. Ils viennent de tous les horizons avec la même passion qui est celle du livre et du savoir. Aujourd'hui, justement, en reprenant le contrôle sur notre information, en parlant d'une information afro-africaine faite par les Africains, pour les Africains dans leur ensemble, on parle donc de se réapproprier notre récit. C'est ce qu'on tente de décrypter aujourd'hui. Cela dit,
il y a des partenaires peut-être comme le Reporters sans frontières, comme les autres agences. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, Africains, on peut travailler avec ces organismes-là qui n'ont pas toujours été très objectifs, ni très portés sur la compréhension de la valeur africaine? Oui. En tout cas, moi, je pense qu'il faut, quand on fait un partenariat, il faut partir un peu d'abord, le point de départ, c'est le respect réciproque. C'est dire, voilà, nous sommes des partenaires, nous voyons quels sont les points de convergence. Chaque fois qu'il y a des points de convergence, il faut les tisser, il faut les nouer. Je peux vous donner un exemple, par exemple, la version, vous savez, la chaîne allemande Deutsche Welle fait un programme qui s'appelle 77%. Ils ont parti du constat que je disais tout à l'heure, que 77% de la population africaine a 35 ans et moins. Ils le faisaient en anglais. La version française est produite au Sénégal par ma télévision. Donc ça, c'est un exemple de compte. Et qui parle vraiment des problèmes sociaux, des jeunes, etc., qui interpellent et qui peuvent intéresser toutes les chaînes africaines, peuvent le diffuser sans parti pris, sans rien. Ce sont des réalités, ce sont des reportages, etc. Ils ont également une autre émission qu'ils font avec une autre chaîne qui s'appelle sur les questions d'environnement, qui aujourd'hui, des développements durables, qui aujourd'hui nous interpellent. Donc je pense que le point de départ, c'est véritablement d'avoir, j'allais dire, des plages de convergence, de nous entendre sur un modus operandi où chacun, effectivement, il trouve son, j'allais dire, à gagner. Ce qui n'est pas acceptable, c'est ce paternalisme de mauvais aloi, où les gens viennent en donnant de leçons, vous ne savez rien, on va vous montrer, ils savent, comme le disait mon ami, je pense que c'est Ahmed Ben Saada, qui disait que, voilà, ils viennent, vous disent, on connaît tout de vous, vous ne connaissez rien de nous, etc., etc. Voilà, parce que c'est vrai, ils ont la science infuse, ils ont les algorithmes, ils ont un certain nombre de choses qu'ils connaissent sur nous que nous ne connaissons pas. Mais souvent, je leur dis, l'avantage que nous avons, nous autres, c'est que non seulement nous connaissons nos propres valeurs, nos propres territoires, nos propres pays, mais nous connaissons les leurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sénateurs américains qui ne sont jamais sortis, excusez-moi, de leur patelin. Oui. Et une grande majorité qui ne connaissent rien en dehors, je ne parle pas des en dehors de... Je peux multiplier les exemples. Mais nous autres, on a appris, on nous a même appris à chanter, je ne sais pas... Ça aussi, ça fait partie de leur soft power. Voilà. Mais on arrive aujourd'hui à un moment où les Africains sont conscients de leur réalité. Il y a une nouvelle génération qui est une génération montante, une génération inspirée. C'est cette génération qui aujourd'hui s'est accaparée de la technologie, qui aujourd'hui invente au quotidien des applications dans tous les domaines, etc., etc. Le monde est en train de changer. Et souvent, je dis à mes amis européens, parce qu'également, il y a des amis, il faut le dire, qui sont des amis de l'Afrique, qui aiment l'Afrique profondément. Ça existe. Mais je dis souvent, ce sont les pouvoirs publics et ce sont les politiques qui sont à la tête à des moments déterminés de l'histoire. Je dis, il faut reformater votre disque dur. L'Afrique d'il y a 10, 15, 20 ans n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique est le continent du présent, sera et restera pendant longtemps le continent de l'avenir. Ceux qui ne s'adapteront pas, eh bien, seront éjectés. Ben écoutez, c'est sur cette magnifique phrase que je propose à nos très chers téléspectateurs une courte page publicitaire. On revient dans un petit instant. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et aujourd'hui, ou bien ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Mactar Sylla, président du Salon international des médias africains, qui est j'aimerais bien vous qualifier d'artisan de la souveraineté médiatique africaine. Vous êtes connu, vous exercez depuis plus de 40 ans au sein même du milieu audiovisuel du continent africain. Et ce soir, on tente avec vous de décortiquer les médias africains ou le paysage médiatique africain. Mactar Sylla, re-bienvenue dans le plateau de Cap sur l'Afrique. Merci, merci infiniment. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Lors de cette première partie, on a essayé, comme vous l'avez suivi, très chers téléspectateurs, de décortiquer un peu le paysage médiatique dans lequel on est, ses combats, mais aussi les défis auxquels il fait face entre influences étrangères, entre influences étrangères ou tentatives d'entrisme étranger, de paternalisme, et cette résistance qui se fait en Afrique aujourd'hui dans le milieu médiatique, comme elle s'est fait dans le milieu littéraire, comme elle s'est fait dans le milieu artistique et comme elle s'est fait dans la résistance économique, avec ses champions, évidemment, les autres nations et les autres journalistes qui sont en train de suivre. Mactar Sylla, au sein de cette organisation qui est la vôtre, qui est le Salon international des médias africains, vous proposez un espace où les journalistes africains peuvent se former, où les journalistes africains sont en train aujourd'hui de créer un réseau, sont en train de créer une vision de l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, vous l'avez signalé tout à l'heure,
lors du génocide, au cours de ce génocide qu'a traversé la bande de Gaza, que je rappelle est encore toujours sous les affres de l'occupation sioniste, on a vu que l'éthique en Occident finalement n'est pas quelque chose de propre aux médias, contrairement à ce qu'on nous a fait croire durant 40 ans, durant des décennies, à vouloir nous donner, comme vous l'avez si bien dit en citant Ahmed Saada, aujourd'hui ce paternalisme sur l'Afrique. Est-ce que finalement, est-ce qu'aujourd'hui aussi l'enjeu du journaliste africain est de pouvoir parvenir à parler de nous sans la caricature, mais aussi sans avoir peur de parler de ce qui va et de ce qui ne va pas? Quel est le juste équilibre aujourd'hui, sachant que les journalistes africains, vous l'avez dit vous-même, il y a du talent, il y a de l'éthique, il y a du travail propre finalement? Non, je pense que vraiment, il y a de très grands analystes, de très grands journalistes africains. J'en découvre tous les jours, j'en découvre une autre aujourd'hui. Et je pense que les médias européens et occidentaux de manière générale, dans le traitement de certaines affaires, y compris même en Afrique, lorsqu'ils traitent de certaines sujets, se décrédibilisent. L'éthique, la déontologie qui est souvent prônée, ils ne l'ont pas tout le temps en bandoulière selon les lieux où ils se trouvent, les interlocuteurs qui sont en face, etc. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons, que nous savons, qui ne sont ni justes, ni vraies, mais qui obéissent à des agendas qui ne sont pas des agendas professionnels. Donc je pense qu'effectivement, de ce point de vue, nous devons avoir et tracer notre propre voie. Nous n'allons pas dire qu'en Afrique, tout se passe comme on le souhaiterait. Dans notre métier également, il y a beaucoup à boire et à manger. Il y a dans beaucoup de pays des gens qui normalement n'auraient jamais dû être dans les médias, qui sont dans les médias, qui font du tout et du n'importe quoi, pour donc des raisons tout à fait spécifiques. Certains pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons économiques, etc., etc. Mais de manière générale, et c'est ma conviction, la majorité des professionnels des médias africains, et lorsqu'on parle des médias, on pense que à nous, la partie visible de l'iceberg, mais tous les techniciens qui sont dehors, qui sont derrière, tous ceux sans qui, aujourd'hui, nous ne serions pas aujourd'hui à l'antenne, etc. Le son ne serait pas sécurité, etc., etc. Donc quand on prend vraiment, j'allais dire, toute cette communauté aujourd'hui médiatique africaine, il y a du talent, il y a de la responsabilité. L'essentiel du problème aujourd'hui, c'est que tout cela doit être accompagné. Il faudrait, et je le dis très souvent, vous savez, pendant le CIMA et avant même, parce que j'ai présidé également les assises des médias du Sénégal pendant 2 ans, donc, et nous avons abouti à un ensemble de recommandations. Et moi, je suis le chantre du 1% des budgets des États aux médias, publics et privés. On peut dire dans ce 1%, on donnera 70% aux médias publics, mais 30% pour accompagner le secteur privé. On va vous dire non, vous ne le faites pas, comme on nous le dit dans beaucoup d'autres choses, avec des institutions internationales. Voilà, non, vous ne devez pas faire ça. Alors qu'ils le font, ils accompagnent leurs propres médias pour des objectifs. Tout cela nous permettra, comment, au bout du terme, d'abord, d'avoir un secteur qui est suffisamment financé, que ce soit un secteur attractif, qui puisse attirer des vocations et les traduire de manière concrète, mais également nous permettre d'avoir une démarche commune et concertée, aller vers ce que j'appelle une stratégie médiatique panafricaine concertée. Aujourd'hui, regardez autour de nous, dans chacun de nos pays, que ce soit en télévision, en radio, en presse, tout ce que vous pouvez considérer, il y a une avalanche, mais une floraison de propositions, de contenus, d'offres venues d'ailleurs. Est-ce que la réciprocité est appliquée? Non. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, il y a des fréquences qui sont données à les radios internationales. Est-ce que dans leur propre pays, nous avons des fréquences? Aujourd'hui, la DAB le permet. Est-ce que nous sommes présents? Nous ne sommes pas présents. Donc, je pense que ce sont ces questions-là. Il faut, nous autres professionnels, arriver avec des propositions et de contenus, de concepts, de stratégies tout à fait élaborées. Mais également, les pouvoirs publics ont la responsabilité de nous appuyer dans ce combat-là pour que cela soit vrai. Parce que les instances que vous dites, les médias sont des outils de domination aujourd'hui. Au-delà du soft power, c'est pas j'allais dire, une sorte de truc en l'air là qui correspond. Non, c'est pour des raisons économiques, c'est pour des raisons diplomatiques, c'est pour des raisons énergétiques, c'est pour des raisons environnementales, c'est pour des raisons culturelles, sociales, etc. On peut revenir sur l'histoire de Hollywood et comment il a façonné l'esprit du monde entier au point où le consommer américain est devenu l'exemple même, le vivre américain est devenu l'exemple même de la modernité. On a vu aussi notre continent se
se transformer. D'ailleurs, France Fanon, on parle dans l'enseigne de la Révolution de la destruction des sociétés traditionnelles qui ont été faites finalement par le soft power américain et cet exemple vendu à la jeunesse. Vous avez touché un point important aujourd'hui en disant que finalement aujourd'hui, pour faire face à cette, je ne sais pas si je peux la qualifier de désinformation structurelle venue des pays occidentaux, il faut qu'il y ait une volonté politique, que ce soit dans le public, dans le média. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés, quelques mécanismes possibles à mettre en place aujourd'hui dans l'urgence pour répondre à ce besoin? Par exemple, la création de réseaux de journalistes africains, la mise en place de réseaux d'intellectuels africains. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre dans l'urgence? Ici, dans notre pays, ici en Algérie, il y a le centre d'échange de l'Union africaine de radiodiffusion. Exactement. Au quotidien, qui envoie entre 30 minutes et 1 heure de sujets faits par les télévisions africaines et remontés par les télévisions africaines. Mais quelles sont les télévisions africaines qui les reprennent? Moi, dans ma chaîne de télévision, on les met en vrac, on les met ensemble et on en fait un magazine. La radio-télévision sénégalaise également le fait. Certains peut-être peuvent prendre 1 ou 2 sujets qui mettent dans leur... Mais si on le faisait systématiquement, en disant que chaque soir, quand on reçoit les 30-40 minutes, on en fait un condensé et on le diffuse. Quelle que soit l'heure à laquelle on le diffuse, on peut le rediffuser le lendemain en matinée, etc. Ça, c'est un point qu'on peut faire. L'autre chose également, et c'est l'une des recommandations de Dakar, c'est de créer véritablement un réseau qui puisse mettre en place les recommandations qui ont été faites, en mettant également les articulations avec d'autres secteurs. Aujourd'hui, le secteur du cinéma, Nollywood, j'en ai parlé tantôt, une série a été décidée de faire une série panafricaine, mais vraiment qui pourrait être une série interminable. Quand on voit aujourd'hui le positionnement de Nollywood, qui emploie à peu près 1 million de personnes en emploi direct et indirect, qui constitue 2,3% du PIB du Nigeria, seul pays en Afrique à le faire, parce que l'Afrique tout entière ne fait pas 1% dans ce domaine-là, ça donne également des pistes. D'autres choses également, je pense, qui est possible, c'est ce réseau-là. Donc j'ai cité tantôt quelques noms, j'en ajouterai quelques autres d'ici. Nous pouvons construire, même si on est une vingtaine, une trentaine, je suis sûr que d'ici 1 mois, 2 mois, on peut être plus 100 ou 200. Mais qu'on soit de manière très pragmatique. Et qu'est-ce que l'on fait concrètement? Et moi également, je suis partisan. Qu'on ait des chaînes africaines. Vous avez AL24, il y a d'autres chaînes. Chacun dit, créons de véritables chaînes panafricaines. Du tout info. Faisons des chaînes sportives. Est-ce que vous pensez que c'est normal, là où nous sommes aujourd'hui, que pour des droits qui concernent l'Afrique, d'événements sportifs majeurs, ce soit des opérateurs et des gens d'autres trucs, d'entrepreneurs, qui le prennent et qui le revendent à des prix exorbitants à nos chaînes. Vous ne pensez pas qu'entre Mahrez, Sadio Mané ou l'autre footballeur nigérian ou celui de la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, Koundé ou autre, on ne peut pas aujourd'hui avoir ces gens-là qui puissent effectivement prendre ses droits, créer une chaîne sportive panafricaine, pas seulement pour le football, on peut même faire spécialiste football, mettre des chaînes pour les autres sports, etc., pour nos sports traditionnels. De la même manière, on peut le faire. Une chaîne femme panafricaine, qui parle des femmes panafricaines, que ce soit la femme qui est au village, les femmes intellectuelles, les femmes professeurs, les femmes qui sont au foyer, etc. Mais tout cela, effectivement, est possible. Quand on prend la question touristique, géographique, etc., vous ne pensez pas qu'avec toutes les villes que nous avons, toutes les richesses que nous avons, tous les trésors que nous avons, nos plages, etc., nos paysages, notre nature, nous ne pouvons pas faire une chaîne touristique qui peut aujourd'hui intéresser des Asiatiques, des Occidentaux et des gens des autres contrées. Donc c'est de tout cela qu'il s'agit. Nous devons avoir une offre plurielle. Aujourd'hui, l'Afrique peut se permettre d'avoir 20, 30, 40, 50, 100 chaînes thématiques, sérieuses. Il suffit quelquefois dans les pays d'acheter 3 ou 4, de ne pas acheter 3 ou 4 ou V8 de moins pour pouvoir les mettre dans un projet comme ça. Si les 50 et quelques pays africains le faisaient, tous ces projets-là pourraient pu être mis en place avec l'apport, comme je l'ai dit, des sportifs ici, des hommes d'affaires ailleurs, des sociétés commerciales par ailleurs. Donc, voilà aujourd'hui les enjeux. Il faut que nous en soyons conscients. Nous ne pouvons plus rester ces consommateurs éternels de ce que j'appelle des ersatz, des produits de seconde zone, et des choses tout à fait déformées qui abrutissent aujourd'hui notre jeunesse et qui effectivement ont des agendas, quelquefois d'ailleurs beaucoup plus pernicieux, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se glissent, hein, sur les questions de genre, sur d'autres trucs, etc., etc. Il faut que nous en soyons conscients, que nos valeurs soient préservées. Pourquoi pas aujourd'hui, et au-delà des médias. Moi, je mets l'articulation entre les médias et les industries créatives et culturelles. Aujourd'hui, à partir, j'allais dire, d'une émission de télévision. Et à l'époque, je l'avais fait quand j'étais directeur général de la radiodiffusion télévision du Sénégal, il y a 24-25 ans. On avait une série, 2-3 minutes avant le journal télévisé, tous les jours. D'un couple, Djek et Go. La série s'appelait Go Gorlou. C'est venu d'une bande dessinée d'un auteur sénégalais
qu'on a adapté avec un cinéaste, Moussa Sen Absa, qui est un cinéaste très très connu, qui a gagné beaucoup de choses à Cannes partout. Donc nous avons mis cette série-là. Les Mardi Gras au Sénégal, puisque ça a existé, les enfants ont cessé de s'habiller en Zorro, en poupée Barbie, etc., pour s'habiller en Djek ou Gor, qui étaient les principaux personnages du pays. Aujourd'hui, on peut avoir un jeu qui montre, lorsqu'on met tel costume, telle ville, est-ce que c'est Alger, est-ce que c'est Khartoum, est-ce que c'est Yaoundé, est-ce que c'est Bamako, est-ce que c'est, etc., qui permettent effectivement de faire notre propre Monopoly, d'avoir nos propres feuilles, d'avoir notre propre truc à colorier. Je l'ai vu, effectivement, il y en a quelques-uns dans le salon du livre, avec les trucs de coloriage, etc. Mais il faut arriver à une quantité industrielle. De la même manière que je pense, il y a au moins des... Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire que finalement on peut se réapproprier notre histoire, ce passé? Est-ce que vous êtes en train de parler de l'habit africain? Vous êtes en train de... J'entends bien vous parler de l'habit africain. On peut revenir à l'époque du Dahomey, on peut revenir au Wolof, au Soninké, on peut revenir à l'ensemble des cultures qui traversent l'Afrique. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire qu'à travers les médias, on peut aussi se réapproprier notre histoire? Parce que là aussi, il faut rappeler que notre histoire était spoliée, même nos vestiges sont dans les musées occidentaux. Absolument. Et même en tant que médias, nos archives sont où? Voilà. Donc, mais c'est exactement cela. Le développement, c'est exactement cela. Comme vous l'avez dit de manière pernicieuse, Hollywood l'a fait dans beaucoup de séries. Vous voyez le fait de mettre les mêmes images, de montrer certaines choses, tout ça, crée dans la conscience des gens, progressivement, ça a même des sortes un peu de réflexes Pavlov, où, effectivement, vous pensez que c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on va... Aujourd'hui, j'ai hésité, je me dis, attends, je viens en costume africain, ou je viens en truc, tout ça. Je dis, bon, je viens comme ça aussi, parce que ce costume que j'ai fait est fait par un couturier sénégalais qui est à Paris, qui a pignon sur rue. Okay? Donc, c'est peut-être la réponse facile que je donnerai aux gens, mais c'est exactement ça. Il faut que, pas qu'on se recroqueville dans notre... Nous sommes les citoyens du monde, nous tous, nous sommes les citoyens du monde, ouverts à la beauté, à l'esthétique, à tout. Mais nous devons affirmer nos valeurs. Nous devons ancrer un certain nombre de choses au niveau notamment de notre jeunesse, pour qu'elle prenne conscience, avoir cette fierté, cette dignité, et ne pas être toujours là, vraiment, j'allais dire, à la solde, derrière des projets et des agendas qui n'ont rien à voir avec les intérêts du continent. Très bien. Monsieur, si là, vous parlez souvent, vous citez souvent Nollywood, et vous venez de le faire ici comme exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que des expériences ou des initiatives comme Nollywood peuvent emmener les médias africains, peuvent emmener les populations africaines à générer, parce qu'il est aussi question d'économie. Le soft power se suit avec l'économie, vous l'avez très bien expliqué en parlant de Hollywood. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'arriver à avoir des projets qui génèrent tout aussi bien de l'économie, de la dignité, de l'emploi et le tout ensemble? Absolument, c'est l'objectif que je poursuis. Parce que Nollywood... Est-ce que ce projet est réalisable? Il est réalisable. Je vais vous dire une chose. J'étais au Cameroun également il y a à peu près 25 ans. Quand j'étais au Cameroun, je dirigeais un groupe avec 2 chaînes de télévision, le groupe Spectrum, l'actionnaire camerounais de MTN, qui est la téléphonie mobile en Afrique du Sud. Et donc, j'ai acheté 300 films nigérians par an à l'époque. C'est comme ça que j'ai établi le contact avec la communauté de Nollywood. Je suis allé à Nollywood, j'ai vu. Nollywood, je ne sais pas dire que c'est un village, c'est toute une ville. Vous avez tout est là. Vous avez besoin de studios, vous avez besoin de maisons, de cuisine, de bureaux. Tout est sur place. Vous avez besoin d'acteurs. Tous les acteurs sont là. Vous avez besoin de jeunes, tel âge, gros, petits, tout ça. Vous avez tout ce que vous voulez. Donc, ils ont fait la démonstration que cela a été possible. Aujourd'hui, les grandes plateformes, Netflix, tout cela, ont besoin de nous. Vous savez, même le Canal, ils ont une chaîne spécialisée, Nollywood. Je peux dire qu'en dehors de lui, je suis le parrain, le pater de ce processus. Quand je le faisais il y a 25-26 ans, personne d'autre en dehors du Nigeria ne le faisait. Donc, c'était une opportunité. Quand je le faisais, à l'époque, les gens pensaient que qu'est-ce qu'il est en train de faire comme cela? Les gens ne comprenaient pas. C'est vrai, il n'y avait peut-être pas tout le temps de la qualité, mais ça s'est beaucoup amélioré. On peut ne pas arriver en termes de volume à ce que Nollywood est en train de faire, mais on peut de manière qualitative arriver à avoir des produits qui sont vendables, des produits qui peuvent procurer effectivement de la richesse, qui peuvent être amortis, qui peuvent donner de l'argent et effectivement pousser les gens à investir dans ce secteur. Les gens, aussi bien ça peut être des journalistes comme ça peut être également d'autres types d'investisseurs. Je crois fondamentalement effectivement que ce processus doit être consolidé et c'est pourquoi j'ai invité vraiment quelqu'un, avec Samuel Naboué, qui est un ami, donc voilà, d'assez longue date, qui est l'un des meilleurs aujourd'hui, donc producteurs de Nollywood, etc.
Et on est sorti du cinéma avec un projet tout à fait concret, avec le cinéaste sénégalais. Vous vérifierez ton nom pour voir qui c'est exactement. Moussa Sen Absa. Dans le cinéma francophone, aujourd'hui, tous les cinéastes algériens qui sont arrêtés le connaissent. Toute l'Afrique le connaît. L'Afrique, pas seulement lui, il y en aura d'autres. Pourquoi pas? L'Algérie peut être dans ce processus. Qu'on fasse véritablement ce type de série, en quantité, en qualité, pour l'Afrique, mais également que ce soit une manière de donner une autre vision de l'Afrique. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, les gens pensent qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il y en a parmi nous qui vivent sur les arbres. Il y en a parmi nous vraiment dans les trucs, les clichés, mais les plus utopiques et les plus ridicules, donc aujourd'hui possible. Mais ça, pour le combattre, c'est en montrant les images. Justement, vous avez donné un exemple où on a tendance à croire que l'Afrique aujourd'hui, excusez-moi du terme, on est des populations de sauvages qui vivent encore sur les arbres et qui hurlent pour communiquer les uns avec les autres. Malheureusement, c'est l'image qu'a façonné l'Occident, c'est l'image qu'a façonné Hollywood. On se souvient tous de Walt Disney, de comment est-ce qu'il a dessiné les populations africaines, ou même des films comme Tarzan, des films, l'ensemble de ces films-là, même on emporte le vent. Ou d'autres trucs comme Tintin au Congo. Tintin au Congo, toute cette littérature. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, avec votre expérience, avec votre expertise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas est-ce que vous pensez, oui, c'est possible. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique, à l'instar de Nollywood, peut parvenir à être la maîtresse de son image, capable d'imposer une esthétique? Parce que Hollywood, c'est une esthétique. Le cinéma français, c'est une esthétique. Le cinéma italien, c'est une esthétique. Aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, on a les mécanismes qui sont là et prêts à être mis en place pour construire notre esthétique, mais aussi notre storytelling, sans pour autant aller dans l'auto-célébration et sans pour autant aller dans l'autoflagellation? Non, il y en a qui le font. Il y a des expériences, je peux vous dire. La Côte d'Ivoire le fait, ils sont de ce point de vue. Le Sénégal le fait. Il y a des séries sénégalaises qui aujourd'hui font le tour du monde. Donc, l'Algérie en a toutes les capacités. L'Égypte en a toutes les capacités. Peut-être que ça a commencé aussi par la musique. Voilà, il faut mettre le tout. C'est comme un peu le football aujourd'hui. Il y a quelques années, quand j'étais étudiant à Reims, en classe préparatoire aux grandes écoles, quand je suis arrivé, mais il n'y avait pas, vous n'entendiez pas de la musique africaine. Il y avait très peu de sportifs africains. Il y avait Lamine Ndiaye, c'est vrai, qui aujourd'hui entraîne une équipe au Cameroun, etc. Mais il n'y en avait pas vraiment ce niveau, j'allais dire, cette masse critique aujourd'hui. Aujourd'hui, cela existe dans beaucoup de pays. On peut conjuguer les efforts, mais si on commençait par dire, comme le fait le Sénégal, en disant, il nous faut après 70% de production locale dans le cahier de charges des télévisions et des radios. Si vous arrivez aujourd'hui à avoir des produits de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Botswana, du Kenya, etc., cela vous permet d'atteindre vos objectifs. On peut également, à travers des compétitions, etc. Donc, ça peut se régler du point de vue de la régulation, du point de vue de la confection des cahiers de charges, mais également c'est une question de volonté politique. On a beaucoup d'accords de coopération entre les pays au niveau diplomatique, y compris les aspects culturels et médiatiques. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on en fait le bilan? Également, je pense qu'on a discuté un peu hors antenne. Vous avez raison, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de rénover tout à fait l'agence panafricaine d'information qui existait, qui prenait des difficultés, où les gens ne cotisaient pas, où il y a eu un certain nombre de problèmes, en tout cas, que les gens ont évoqués, pour avoir une véritable agence panafricaine d'information à l'instar des grandes agences, qui soit une référence. Il faut aujourd'hui qu'on le rappelle, l'information est une arme. Et aujourd'hui, quand par exemple, quelqu'un qui veut avoir des informations sur l'Afrique, on a les grandes agences qui sont, on ne va pas les citer, et ils sont assez connus, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour le journaliste africain, pour les médias africains, même pour les peuples africains, cette agence dont vous êtes en train de parler, dont on en a parlé tout à l'heure, est une nécessité urgente à votre avis? C'est une nécessité urgente qui ne demande que la volonté politique. L'Union africaine peut en être peut-être le champion et l'initiateur. Il suffit d'une résolution accompagnée de moyens. C'est vrai, il y a l'agence panafricaine d'information. Il faut en faire le bilan. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Il y a de l'argent qui est dû aux personnes, etc. On voit comment on règle toutes ces questions-là. Et on repart d'un nouveau pied, avec un véritable conseil de coopération, de véritables professionnels, en unissant le secteur privé avec le secteur public et en élargissant à tous les autres médias. Avoir une agence qui aujourd'hui enverra des dépêches, fera des stories, mais également des images, des photos, etc., etc. Non seulement pour l'Afrique, mais le monde entier en aura besoin. Est-ce que cela pourrait nous permettre, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un agenda africain à imposer ou à
oui, à imposer à l'international au même titre que l'ensemble des agences aujourd'hui. Est-ce que vous pensez je ne le pense pas, j'en suis un militant et un acteur. Au quotidien, je m'évertue à mettre cela en place. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant le CIMA, on va le consolider. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, effectivement, avec les nouvelles autorités sénégalaises, l'orientation, elle est claire, elle est nette. Notre ministère des Affaires étrangères s'appelle aujourd'hui ministère de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Ce n'est pas juste un vocable interchangeable, c'est une volonté politique, c'est une démarche. Et je suis sûr, quand je vois ce que l'Algérie fait, quand en 2023, au sommet de l'Union africaine, l'Algérie, par la voix du président et de son représentant, dit « je mets $1 milliard au service de l'Afrique ». Quand il y a à peu près 2-3 semaines, une annonce est faite, dire on met $1 milliard pour les start-up, pas seulement de l'Algérie, mais de l'Afrique. Alors les autres, qu'est-ce que nous faisons? Si on ne peut pas mettre $1 milliard et on a cette volonté politique qui se traduit concrètement en disant voilà, nous pouvons effectivement mettre en place une, j'allais dire, une comment dire, cellule ou une section locale de cette agence panafricaine, nous donnerons les locaux, nous mettrons 2-3 journalistes, nous paierons les loyers, nous paierons l'électricité, nous mettrons l'Internet, etc. C'est de cette manière que l'on construit. Chacun vient apporter dans la corbeille ce qu'il peut apporter en fonction de ses moyens. Mais c'est indispensable. Si l'Afrique veut tenir le challenge, relever le défi du développement, le défi véritablement, j'allais dire, de l'épanouissement, de la prospérité partagée, ça passera forcément par cette alliance médiatique panafricaine de manière concrète, de manière stratégique et de manière structurante. Mactar Sylla, il y a une question que j'aimerais vous poser. J'aimerais vraiment avoir votre avis, vous qui connaissez bien les médias. Ça fait plus de 40 ans, ça fait plus de 4 décennies que vous êtes au sein de... Et vous connaissez bien les médias en Europe, parce qu'il faut aussi le rappeler que vous ne parlez pas pour rien, j'ai envie de dire. Vous parlez parce qu'en connaissance de cause, vous connaissez les médias du continent, vous connaissez les médias occidentaux. On dit souvent que les journalistes doivent rester neutres, il y a cette histoire de neutralité. Mais face au récit dominant que l'on voit aujourd'hui, face à la manipulation, face aux mensonges historiques, face à tout ce que l'Afrique a subi, est-ce que finalement le journaliste africain est en droit d'assumer un temps panafricain franc et sans complexe? Mais absolument. Et puis quand on dit, bon, la neutralité, rien n'est neutre. Hein? Rien n'est neutre. Le plus important, c'est d'informer juste et vrai. De distinguer les faits des analyses et des commentaires qui sont libres. Et dans les analyses et les commentaires, je pense que nous avons cette responsabilité, nous, en tant qu'Africains, de défendre la dignité, la souveraineté de notre continent. Encore une fois, pas parce que nous voulons nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais parce que c'est ça la réalité, c'est ça la vérité, c'est ça le besoin de restitution de l'histoire. Aujourd'hui, si on prend l'histoire des tirailleurs dits sénégalais, que le Sénégal d'ailleurs dit qu'il faut les appeler les tirailleurs africains, que de choses cachées, que de choses inavouées, pas pour remuer le couteau dans la paix, mais au nom de la vérité historique. Et il y a également cet exercice qui a été fait d'avoir une histoire générale de l'Afrique. Donc je pense que dans quel que soit le domaine que nous puissions prendre aujourd'hui, il est impératif que nous autres, hommes de médias, tous médias confondus, prenions nos responsabilités, en sachant qu'aujourd'hui, personne, de la même manière que personne ne fera le développement de notre continent à notre place, nous, en tant qu'hommes et femmes de médias, toutes professions confondues, ceux qui sont à l'antenne, ceux qui sont derrière, nous avons cette responsabilité de relever ce défi. Parce que nous avons les contenus, nous avons l'originalité, nous avons les valeurs, nous avons un ensemble de compétences aujourd'hui qui nous le permettent. Également avoir nos structures d'accompagnement et de formation et sortir un peu du carcan. Et même pour aller beaucoup plus loin, je dis aujourd'hui, au niveau par exemple de la distribution des signaux, etc., avoir aussi nos initiatives en tant que telles. Au niveau des études sur l'auditoire, avoir nos propres démarches. Parce qu'également les technologies... Au niveau de l'éthique journalistique, avoir nos propres démarches. Oui. Absolument. Parce que vous savez, très souvent, quand les études de l'auditoire sont faites, celui qui commande, qui va venir 2-3 mois avant, prendre les bus, mettre des affiches un peu partout pour des questions de notoriété, etc., ça fait des études biaisées. Donc les questions, comment, la manière même de les formuler, etc., de se limiter à la capitale plutôt que d'aller dans tout le pays, ça ne traduit pas aujourd'hui la réalité. C'est ce qu'on reproche. Et donc, il faut que nous ayons nos outils. C'est ce que beaucoup de panafricains reprochent à des agences comme le Programme alimentaire mondial, etc., de mise en place de ce genre d'études. Une dernière question, peut-être, je rebondis sur ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous pensez finalement, c'est ce que j'ai compris de ce que vous venez de me dire, que finalement le rôle du journaliste et de l'ensemble des acteurs médiatiques, presse écrite, journal, radio, l'ensemble des techniciens, l'ensemble de la famille médiatique africaine, elle a un rôle pour la renaissance, elle doit être acteur
cœur de la Renaissance africaine parce qu'elle est porteuse d'une histoire qui doit être racontée par et pour les Africains, brièvement. Parfaitement, parce que lorsqu'on a le privilège de s'adresser au quotidien, j'allais dire à la minute, à l'instantané, sur différents supports, à chacun des foyers, nous avons cette responsabilité de ne pas, j'allais dire, faillir à cette mission, qui est une mission noble, nécessaire, utile, qui paraît quelquefois impossible, mais qui est parfaitement dans le domaine du possible. Très bien, Monsieur Mactar Sylla. Malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du comité de pilotage du Salon international des médias d'Afrique, mais vous êtes également un docteur en lettres, vous êtes juriste, vous avez passé plus de 40 ans de votre vie au sein des médias africains et même ailleurs en Europe. Votre expertise m'a été utile aujourd'hui et j'ai été honoré et ravi de vous recevoir, Monsieur Mactar Sylla. Tout le plaisir est mien. Je vous souhaite pleine réussite à votre chaîne. Mais également, je voudrais vous coopter dès à présent dans ce réseau dont nous avons parlé. J'y serai, Monsieur Mactar Sylla. Pas que moi, j'espère. Beaucoup d'autres confrères d'ici, d'Algérie, on accompagne notre continent. Quant à vous, très chers téléspectateurs, en mon nom et en nom de l'ensemble des équipes de Cap sur l'Afrique, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.